Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui on va parler d'une série d'animation avec laquelle on me casse les couilles depuis le tout début de la chaîne. Ouais. Quoi, encore? Comment ça, quoi encore? Bah tu dis ça à chaque fois. Bah oui, mais parce qu'à chaque fois qu'on me casse les couilles avec une série, qu'on me demande d'en parler, je finis inévitablement par en parler un jour. Et si je choisis ces sujets-là souvent, c'est parce que j'ai envie de remercier le public, parce que sans eux, nous ne serions pas là. Alors c'est la moindre des choses de parler des sujets qu'ils me demandent d'évoquer. Parce que c'est comme ça que j'ai envie de leur rendre l'appareil. Ils étaient là dans les bons jours, comme dans les mauvais. Ils nous ont toujours soutenus. Alors, c'est la moindre des choses de leur donner ce modeste présent en retour, de leur rendre l'appareil en parlant de ce qu'ils veulent que je leur parle. Oui. Ouais, en gros, tu fais ça que pour les vues. Exactement, tu vois que tu peux comprendre quand tu veux. Aujourd'hui, on parle de Steins Gate. Steins Gate est à l'origine un visual novel japonais du Japon développé par 5PB, 5PB, je ne sais pas ce que c'est, on s'en branle, on va dire 5PB, et Nitro Plus, sorti en 2009 au Japon du soleil levant sur Xbox 360, puis plus tard sur PSP, Mac, PC, PS3, Vita, etc. Le jeu vidéo a été adapté en manga en 2009 par Sarashi Yomi, et publié dans Monthly Comic Alive par l'éditeur McGarden, mais on s'en bat les couilles parce que je l'ai pas lu. Le jeu a aussi connu une adaptation en série d'animation de 24 épisodes et d'un OAV par le studio White Fox en 2011. White Fox Studio est aussi derrière d'autres séries célèbres comme Agamega Kill et ReZero. ReZero, j'ai fait un menu manga dessus, va voir, ça ferait des vues, c'est sympa. Ouais. Bref, aujourd'hui on va s'intéresser à la série d'animation Steins Gate. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo va porter sur la série et uniquement la série. Donc déjà de base, tu peux déjà te carreter comme en mode oui mais faut jouer au jeu pour bien comprendre le délire. Au fin fond de ton anatomie, j'en ai rien à branler. Parce que certes, on pourrait invoquer le jeu dans le cas où il s'agirait de juger s'il s'agit d'une bonne adaptation ou non, et à la limite pour justifier certains choix de narration, et on le fera sûrement plus tard dans la vidéo ça. Mais il s'agit ici, pour moi avant tout, de parler de la série en elle-même, pour ce qu'elle est. Voilà. Et de toute façon, je ne jouerai jamais au jeu. Hein, parce que déjà j'ai pas le temps, j'ai autre chose à foutre, et en plus, sans vouloir blesser personne, ah, je trouve que les visual novels, c'est un petit peu de la merde, putain. Non, parce que le principe, c'est que t'achètes un jeu pour faire défiler du texte. Autant acheter un bouquin. Ça n'a aucun sens, ce délire. Moi, je comprends pas l'intérêt. Oui. Non, chef, tu ne peux pas dire ça. Les visual novels, c'est la vie. Ce sont des chefs-d'œuvre de littérature d'une profondeur rarement égalée dans le monde du jeu vidéo. En plus, il y a plusieurs fins possibles. C'est d'une rare complexité en termes de scénario et de personnages. Et de toute façon, tu n'es qu'un kikou fanboy de DBS. Tu ne peux pas comprendre l'art délicat du visual novel. Regarde, là je suis en train de jouer à un super visual novel trop complexe. Regarde, hop, j'appuie sur un bouton, je fais défiler du texte. Et hop, là, je fais un choix qui va me mener à une des 19 fins possibles. C'est passionnant, non? C'est chiant, putain! Autant lire un bouquin! Hein? Il est où le gameplay? Hein? Hein, il est où? Il est où? Pute! Pute! Bah dis donc, t'es énervé aujourd'hui, toi? On déconne pas avec les jeux! Chef, petit chef, cessez de maltraiter ce malheureux. Il a raison, vous ne comprenez pas la beauté des visual novels. Et oui, il y a beaucoup de visual novels qui sont des jeux de drague. Certains sont même des jeux érotiques. Par exemple, Katawa Shoujo. Un jeu que si tu fais les bons choix, tu peux coucher avec des filles handicapées. Ouais. Des handicapés, c'est-à-dire? Par exemple, il y en a une qui n'a pas de bras et l'autre qui n'a pas de jambes. C'est génial. Du nugget porn. Nuggets. Bref, Steins Gate, de quoi qu'est-ce que ça parle donc? Eh ben, je vais te le dire. Par contre, je vais te lire un résumé que j'ai trouvé sur internet. Parce que moi-même, j'ai du mal à pitcher le truc pour que tu comprennes sans trop spoiler. Parce que c'est un peu perché comme délire. Donc je vais te lire le résumé et puis on en reparle après. Ouais. Rintaro Okabe est un scientifique un peu paranoïaque, toujours accompagné de Mayuri et Hitaru, qui l'aident dans ses expériences farfelues pour son laboratoire. Alors qu'il participait à un séminaire sur le voyage dans le temps, Rintaro rencontre Kurisu, qui tente de le persuader qu'il lui a parlé 15 minutes avant. Mais Rintaro n'en a aucun souvenir et ne se rappelle pas avoir déjà rencontré la jeune fille. Peu de temps après, il retrouve le corps sans vie de Kurisu,
Tentant alors de prévenir Hikaru par texto, il est plongé dans une ville fantôme. En reprenant ses esprits, il retrouve Mayuri et ne comprend pas ce qu'il s'est passé. D'autant plus qu'entre-temps, un satellite s'est écrasé sur l'immeuble dans lequel il se trouvait. L'incompréhension sera encore plus grande pour Rintaro lorsqu'il apprendra que le texto qu'il avait envoyé à Hikaru date en réalité d'1 semaine, et que Kurisu est encore vivante. Tadam! Alors oui, même avec ce petit résumé, il y a de très fortes chances que tu n'aies rien bité au délire. Mais les plus attentifs d'entre vous ont au moins compris que ça va parler de voyage dans le temps. Bah ça c'est pour les 132 QI, hein, parce que même moi là comme ça... Ouais. Et moi j'adore les histoires qui utilisent le voyage dans le temps, parce que le voyage dans le temps c'est le plus vieil outil du monde quand tu veux écrire une histoire qui joue avec les règles de narration élémentaires, dans le but de jouer avec les perceptions et les acquis du spectateur. Et ça peut être super intéressant à écrire et super intéressant à suivre ce genre d'histoire. Mais ça peut aussi n'être qu'un moyen facile de rajouter un semblant de complexité à une intrigue qui finalement n'a pas grand chose à raconter, mais que comme c'est raconté dans le désordre, ça a l'air trop méga profond, alors qu'à bien y regarder, bah ça ne l'est peut-être pas tant que ça. Et dans le cas de Steins Gate, je sais toujours pas aujourd'hui si ça utilise le voyage dans le temps juste pour faire classe, ou si c'est réellement bien fait. Parce que c'est un animé que j'ai trouvé vraiment, mais alors vraiment bizarre. C'est tellement un animé chelou bizarre que ça va être compliqué de t'expliquer en quoi il est bizarre, sans trop spoiler en plus derrière. Mais on va essayer, t'inquiète. Déjà, c'est un animé qui mélange tranche de vie, romance, moe, SF, anticipation et géopolitique mondiale. Ce qui est de base un mélange plutôt costaud à appréhender. Je n'ai pas dit que ce n'était pas un mélange intéressant. Mais faut avouer qu'entre viens on va dans un mètre café trop kawaii et viens on empêche un futur dystopique, il y a quand même un sacré gap. Quoique si tu fais ça sur un ton presque humoristique un peu décalé, encore ça pourrait passer. Mais c'est pas du tout le délire de Steins Gate. Steins Gate c'est plutôt un truc sérieux quand même. Du coup c'est un animé qui brasse tout un tas de thèmes qui a priori n'ont aucun lien entre eux, qui n'ont aucun rapport entre eux, et du coup c'est assez chelou. Mais c'est un animé aussi étrange dans ses personnages et sa narration. Alors comme je le disais, de par sa nature de récit à base de voyage temporel, la structure narrative est forcément un poil plus compliquée que dans un récit classique. Comme tout récit temporel, l'intrigue de Steins Gate est un immense puzzle qui prend forme au fur et à mesure qu'on assemble les petites pièces de narration. Le schéma narratif de Steins Gate ne peut que se comprendre qu'en regardant l'ensemble de la série. Bon, c'est le cas pour toutes les histoires, mais c'est encore plus vrai quand on cause de voyage dans le temps. Et le souci que j'ai avec Steins Gate, c'est pas tellement le puzzle, c'est plutôt la manière d'assembler les pièces. Ouais. Dans Steins Gate, il y a 2 séries dans la série, et 2 séries très différentes au niveau du ton, de l'ambiance, des thématiques. Bon, et là je vais être obligé de te parler du début de la série. Bon, déjà, spoiler, tu ne vas rien biter au premier épisode de la série si tu n'as pas vu la fin de la série. Donc déjà, ça c'est un petit problème. Oui. Donc déjà, dès le départ, tu vas rien comprendre au délire. Oui. Alors, si t'es un peu rodé à l'exercice des récits temporels, tu vas comprendre assez vite qu'il y a des trous dans cet épisode qui seront forcément comblés dans la suite de la série. Donc il va y avoir une petite dose de mystère susceptible de te faire accrocher au moins au délire temporel. Mais le reste, tu sais pas qui sont les personnages, pourquoi ils sont comme ils sont, tu bites que dalle à tout ce qu'ils racontent et on te balance 150 infos très bizarres et brouillonnes et bim, tu te démerdes avec ça. Donc à la fin du premier épisode, tu ne connais ni les persos, ni l'intrigue. C'est quand même balèze. Parce que une petite dose de mystère, c'est bien en fait, c'est sympa. Mais quand le peu de choses qu'on te met à côté de ces mystères pour t'accrocher à l'histoire est complètement imbitable si t'as pas vu les 23 autres épisodes, c'est quand même un pari vachement risqué. Hein, le mystère c'est bien, mais avec modération. Parce que là, trop de mystère, tout le mystère, j'ai envie de te dire. Oui. Et si tu veux, le souci du problème avec cette première partie de Steins Gate, c'est que ça s'arrange pas avec les quelques épisodes suivants en fait. Oui. Alors certes, le fil rouge des expériences autour du voyage temporel avec des textos est intéressant, mais tout le reste de cette première partie est complètement space. En fait, après ce premier épisode chelou au possible, on enchaîne sur une petite série tranche de vie toute mignonne dans laquelle il ne se passe pas grand chose, mais où tous les putains de personnages sont des cas sociaux ravagés de la tête. Tous les persos sont ok. Le héros se prend pour un vent fou et cause tout seul dans son téléphone, il y a une meuf qui cause d'elle à la 3e personne et qui chante son propre jingle, on sait pas pourquoi elle fait ça. Il y a un gros qui pense cocu, une meuf à gros boobs qui ne communique que par texto, une fille avec des oreilles de chat qui finit toutes ses phrases par miaou, au bout d'un moment t'as envie de l'étrangler, une grosse narvalo qui se prend pour une guerrière, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, et au milieu de tout ça, t'as une meuf à peu près normale qui reste avec eux juste parce qu'elle n'a pas d'autres amis en fait. Et ils passent quasi tout leur temps à se disputer pour de la merde dans un joyeux bordel, tout en vivant leur vie de tous les jours. Et nous, on assiste à ça, complètement impuissants, et au bout d'un moment, on se demande même pourquoi on regarde.
Ouais, et c'est d'autant plus bizarre, c'est d'autant plus étrange que tout est fait dans l'animé pour ancrer le récit dans une espèce de réalité palpable. Oui, toute l'histoire se déroule à Akihabara, un célèbre quartier otaku, geek et technologique de Tokyo. C'est vraiment bien foutu, on reconnaît les endroits du quartier et tout. Mais à côté de ça, on nous montre des persos complètement en décalage. C'est très certainement fait exprès, parce que même niveau réel, c'est montré de manière très sobre, et à aucun moment j'ai eu l'impression d'être dans une série loufoque, tant tout est léché et sans fioriture. En fait c'est bien simple, j'ai eu l'impression de me mater une saison entière de striptease, mais en animé japonais. T'es con ou quoi? Parle pas de cul, on va se faire démonétiser. Non, Striptease. Pour les plus jeunes d'entre vous, Striptease est une émission de télévision documentaire belge créée sur RTBF1 en 1985. Puis l'émission devient belgeo-française à partir du 3 octobre 1992 et sa diffusion sur France 3. Le principe de l'émission était assez atypique. Il s'agissait d'une série documentaire sans aucun commentaire. On suivait simplement des individus, des personnalités atypiques dans leur quotidien le plus simple. Souvent ça suivait de très gros cas sociaux, il y avait cette immersion dans l'intimité la plus banale de gens pas banals. Ça passait très tard, c'était aussi bizarre que fascinant, c'était trop bien. D'ailleurs c'est une émission culte. Bon alors là je vais te balancer le synopsis d'un des épisodes, tu vas m'en donner des nouvelles. La secoupe et le perroquet. Suzanne, 80 ans, vit avec son fils, 50 ans, qui fabrique son 3e moteur pour sa secoupe volante pendant que sa mère vend ses poireaux au marché et pleure la mort de son perroquet avec qui elle veut être enterrée. Bon là, franchement, ça vend du rêve ou pas? Franchement, je t'invite à regarder cette émission si tu connais pas, l'intégralité est dispo sur YouTube. Regarde, ça se tape le cul par terre, c'est génial. Bon, et là, t'es sûrement en train de te dire, ouais mais tu m'emmerdes avec ton truc, c'est quoi le rapport avec l'animé? Pourquoi tu me parles de cette série là? On s'en fout. Bah j'y viens. Alors ça va être un petit peu tiré par les cheveux comme comparaison certes, mais c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé pour t'expliquer mon ressenti face à Steins Gate. Donc pourquoi je trouve ça cool de suivre le quotidien de gens bizarres dans Striptease, et pourquoi je trouve ça vraiment chelou dans Steins Gate? Bah je vais te l'expliquer tout de suite. Tout simplement parce que dans Striptease, il s'agit d'un documentaire, donc tout ce qu'on nous y montre est authentique. On sait que c'est réel, que ces personnes existent. Pourtant ils sont tellement hors normes qu'on en viendrait presque à douter que ce soit vrai. Dans Steins Gate, on est dans un animé qui semble vouloir s'ancrer dans la réalité, comme je l'ai dit en plaçant son histoire dans un véritable quartier de Tokyo, avec des décors et des références au quartier tel qu'il est dans la vraie vie, mais aussi en évoquant de vrais concepts scientifiques. D'ailleurs, les développeurs auraient signifié leur volonté que la science dans Steins Gate soit 99% juste et seulement 1% fantaisiste. Et là, entre parenthèses, je te place un méga lol, et en faisant référence à de vrais scientifiques et aussi au CERN, que si tu sais pas ce que c'est, et bah tu regardes sur Wikipédia. Et c'est là que ça devient un peu dissonant pour moi. Pourquoi faire autant d'efforts pour ancrer cette histoire dans la réalité, si dans le même temps, tous les personnages qu'on nous y présente sont tous beaucoup trop tarés pour qu'on croie une seule seconde qu'ils pourraient exister dans la vraie vie? Et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Alors que tu me mettes 2-3 uluberlus par-ci par-là, je veux bien, mais que tous les personnages soient des déglingués de la tête, ça fait beaucoup quand même. Ou alors, tu choisis de faire évoluer ces personnages dans un univers qui permet, de manière crédible, que ce genre de personnage puisse exister. Hein, là tu peux invoquer un peu la suspension consentie d'incrédulité, et à ce moment-là ça marche. Mais là non, on essaye trop, l'animé fait trop d'efforts pour nous ancrer ça dans une réalité palpable qu'on connaît, pour que ça marche pour moi en tout cas. Du coup pour moi les personnages ne sont pas crédibles dans ce contexte réaliste que la série veut imposer en fait. Ouais, ce parti pris est d'autant plus bizarre que finalement, quand le voyage dans le temps intervient dans la série, ça ne m'a pas paru étrange, ni même mystérieux. Tu vois juste des gens complètement tarés faire un truc t'arrête plus. D'ailleurs, les persos eux-mêmes ne sont pas tant que ça chamboulés de leur découverte. Du coup, je comprends pas bien c'était quoi le but. Est-ce que c'était de faire un récit ancré dans la réalité qui va peu à peu dans le fantastique ? Parce que si c'est ça, à mon sens, c'est un peu foiré. En revanche, si l'intention c'était de montrer le quotidien dans un contexte fantastique, là ça devient plus intéressant. Bon, ça ne changera rien au défaut, ça rendra pas cette première partie moins difficile à encaisser, mais ça aura le mérite d'être un peu plus intéressant à suivre. Oui, parce que cette première partie est vraiment un calvaire à regarder, hein. Ah, c'est d'une chiantise. Je me suis fait chier comme un rat mort et à chaque fin d'épisode, je ne pouvais pas m'empêcher de crier mon désarroi sur Twitter, hein. J'ai commencé Steins Gate, je me suis endormi à l'épisode 3. L'épisode 5, ça part. Gros kiff, ça démarre vraiment vers l'épisode 4. A few moments later. Bon, Steins Gate, pour l'instant, on dirait un slice of life avec des persos chelous et des voyages dans le temps random. Il y a une vraie intrigue à un moment donné. Ça deviendra lourd au bout de l'épisode 10. Le début est un peu lent. One eternity later. 12 épisodes. Il a fallu attendre 12 putains
putain d'épisodes avant qu'une véritable intrigue commence à se mettre en place. Bordel! C'est du foutage de gueule. Alors oui, rétrospectivement parlant, une fois que t'as vu toute la série, tu te rends compte que certains épisodes de cette première partie ont servi à plus ou moins introduire 2-3 subplots. Et certains te diront aussi, oui mais c'était utile pour le développement des personnages, blabla. Ouais. Alors peut-être, hein, peut-être, mais néanmoins c'était quand même putain de chiant. Ah, c'était atroce. Mais bon, une fois que ceci est dit, rétrospectivement parlant, je pense quand même que c'était la partie de la série la plus originale et peut-être la plus intéressante. Ouais, bon, arrivé là, il y a une bonne partie d'entre vous qui s'apprête à rager, et une autre partie qui est circonspect. Oui, parce que je viens de dire que la première partie était chiante comme la pluie, mais qu'en même temps elle était originale et intéressante. Je m'explique. Bon déjà, original, même si ça rime, ça ne veut en aucun cas dire génial, hein. Par exemple, un smoothie à la diarrhée, c'est une recette très originale. Je suis pas sûr que c'est bon goût pour autant. Et ensuite, c'est pas parce que quelque chose est très chiant qu'il n'en est pas néanmoins intéressant. La première partie, en tant que spectateur, je l'ai trouvée méga chiante. Mais, d'un point de vue artistique, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Voilà. Est-ce que toi comprendre ce que moi expliquer à toi? Oui, c'est tellement étrange et atypique que même si tu te fais chier d'une puissance cosmique, tu ne peux pas t'empêcher de te demander pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire ça comme ça. Tu t'amuses beaucoup plus à essayer de comprendre ce que tu regardes qu'à réellement entrer dans l'histoire de l'animé. En tout cas, pour peu que tes parages quittent la série au bout de 3 épisodes. C'est possible. Certains me diront sans doute que cette première partie, justement, sert à montrer que les personnages sont en total décalage avec la société, que ça symboliserait une certaine jeunesse japonaise en manque de repères et que ces histoires de voyage temporel sont là pour appuyer leur décalage avec leur époque. La série aborde la solitude, les amours de jeunesse, la responsabilité de l'ancienne génération vis-à-vis de la nouvelle, la famille, le deuil et même dans une moindre mesure la transidentité et d'autres sujets de ce genre. Et a priori, ça sonne vraiment pas bête du tout comme analyse. Mais petite 1, ça change strictement rien au fait que ce soit imbitable, long et chiant à regarder, et de 2, selon moi, cette thèse est invalidée par les événements et surtout la conclusion de la seconde partie. Ce qui me fait une excellente transition pour aborder cette seconde partie. Eh oui, c'est un métier. Eh ouais. Bon, micro-spoiler pour que tu comprennes le délire de cette seconde partie. À l'épisode 12, il va se passer un événement qui va totalement changer le ton, la donne de la série. Hein. Jusqu'ici, on était dans un petit slice of life chelou, et là, on va passer dans un espèce de thriller futuriste, spatio-temporel, sous fond de fin du monde apocalyptique, dystopique, tout ce que tu veux. Hein, géopolitique et tout ce que tu veux, voilà. Hein, ça va devenir un... ouais. Le ton devient pressé, angoissant, dramatique, les personnages se révèlent, et surtout le personnage principal. Faut être honnête, cette seconde partie est palpitante à suivre, c'est vachement bien foutu, bien rythmé, la mise en scène claque, et le doublage est vraiment très bon, même en français. Mais si tu as bien suivi, et je sais que c'est le cas, tu m'as entendu dire que je trouvais la première partie plus originale. Ah du coup, tu te demandes bien pourquoi? Bah je vais te le dire. Eh bien, parce que même si c'est très bien fait, la seconde partie de la série respecte finalement tous les gimmicks propres au genre des récits temporels. Le héros échoue à sauver quelqu'un ou à empêcher un événement. Il retourne dans le passé, il tente de tout arranger, mais les événements prennent une autre tournure, qui fait qu'il échoue. Donc, il revient en arrière, et ainsi de suite. Bon, tu rajoutes avec ça une petite intrigue en mode enquête, hein, voilà. Une petite intrigue amoureuse un peu harémesque aussi, hein, voilà. Après, tu saupoudres de morts violentes à répétition, hein, et de suspense, voilà tout ça, hein. Après, tu mélanges le tout, hein, gentiment, et tu obtiens... Ah merde! Re-0, dis donc! Ah, j'ai dû me gourer dans la recette, là, non? Attends, on va récapituler. Un héros excentrique, gueulard, qui prend la tête et qui est impuissant 99% du temps. Une meuf toute mignonne aux cheveux soyeux qui se coltine le héros, on sait pas trop pourquoi. Un sidekick bien plus compétent que le héros, un harem, et en plus... Le héros, au début, se retrouve inexplicablement dans un monde parallèle dans lequel il remonte le temps. 2 séries dans la série, et les 12 premiers épisodes super chiants. Alors sur ce coup-là, même moi, ça me choque. Alors en fait, c'était ça, parce que depuis le début avec Steins Gate, j'avais un mauvais pressentiment, j'avais un petit arrière-goût bizarre. C'est parce qu'en fait, Steins Gate est en réalité un putain d'isekai de merde, le genre que j'exècre le plus sur Terre.
Oui? Alors oui, je sais, Steins Gate est sorti bien avant. Et puis, y a rien de plus facile que de réduire une série à son strict minimum pour trouver des similitudes avec une autre. Hein. Et au-delà du plaisir infini à faire rager les foules, je trouve que cette comparaison est quand même pas mal pertinente. Alors pas dans la forme, bien sûr, mais quand tu regardes le fond, un peu la structure de la série, ça devient vraiment pertinent, je pense. Ouais. Alors bien sûr que les séries n'abordent pas du tout les mêmes thèmes, loin de là même, mais elles utilisent la même structure, et par conséquent, elles ont les mêmes qualités et les mêmes défauts. Toute proportion gardée, bien évidemment. Alors certes, le coup des voyages dans le temps à répétition fonctionne pour créer du suspense, du rythme, de la tension et du drame. Et contrairement à Re:Zero, le héros, bien que gueulard et impuissant, est loin d'être aussi insupportable que cet enfoiré dans Re:Zero, dont j'ai même oublié le nom d'ailleurs. Pour la simple et bonne raison qu'au moment où il lui arrive ce qui lui arrive, on connaît son quotidien et on comprend ce que le perso perd ou gagne de voyage en voyage. Donc déjà c'est cool. Mais... et ça c'est un peu le lot de tous les récits du genre, l'anime propose énormément d'intrigues sur les personnages secondaires, qui, bien que super intéressantes, ne font pas vraiment avancer la trame principale. Enfin, si, ça les fait un peu avancer, mais en même temps non. Pour expliquer ça, je vais devoir spoiler un petit peu. Ouais. Zone spoiler. Zone spoiler. Quand Rintaro essaye d'effacer le D-mail de Moeka, l'épisode est vachement bien et nous décrit vachement bien la solitude de Moeka. Rintaro passe l'épisode à lui faire comprendre qu'on exploite ses faiblesses, qu'on se moque d'elle, mais qu'au final, elle n'est pas si seule, elle a des amis au labo. Bon, je résume vite zef. Eh bien, c'est vachement bien fait, ça développe le perso de Moeka, et par la même occasion, sa relation avec Rintaro, et en plus, ça permet d'effacer le D-mail, de retourner dans une bonne ligne de temps et d'empêcher la série d'événements qui fout la merde. Zone spoiler. Zone spoiler. Donc oui, certains de ces récits font avancer à la fois les persos et la trame principale. Mais, du fait qu'on remonte dans le temps, les événements de cet épisode n'ont jamais eu lieu, et a priori, tout ce qu'on a appris n'a jamais eu lieu non plus. On fait un reset sur la relation entre les persos, du coup ça avance sans avancer. Et c'est un des gros trucs que je reprochais à Re:Zero d'ailleurs. Et c'est un des trucs qui me dérange le plus dans tous les récits temporels du genre d'ailleurs. Mais Steins Gate a trouvé une petite parade à ce problème. En effet, les personnages secondaires affectés par les changements de lignes temporelles de Rintaro conservent des bribes de souvenirs des lignes temporelles précédentes. Ce qui fait qu'en fait... ça répare un peu les dommages relationnels dus au changement de timeline, si tu vois ce que je veux dire. Donc, oui. Et là, tu te dis sûrement, bah c'est cool, du coup ça montre que c'est réfléchi et tout. Oui, mais ça montre surtout que ce genre de récit a des faiblesses qui en réalité, si elles étaient bien exploitées, seraient super intéressantes. Et ça rajoute un enjeu de taille pour le héros qui réécrit sans cesse le passé. Mais dans un contexte comme ça où il y a déjà énormément de paramètres à prendre en compte, c'est aussi prendre le risque de rendre plus compliqué un truc déjà très compliqué à mettre en place de base. Donc le problème c'est soit on choisit de boucher les trous en mode artificiel en disant ça s'efface mais ça s'efface pas vraiment, ou alors on camoufle ça avec de l'esbrouf et des morts violentes à répétition, comme dans Re:Zero et en faisant du surplace, tu vois. Donc, je ne peux pas trop leur en vouloir d'avoir choisi cette option-là, finalement, même si dans le même coup, ça transforme que le voyage temporel, l'aspect temporel du truc, plus comme une mécanique de scénario qu'un réel choix artistique pour raconter quelque chose. Bon... dans tous les récits, le voyage temporel est avant tout un outil. Genre dans Doctor Who, le TARDIS il est juste là pour justifier que dans un épisode on a autant des pirates, et que dans l'autre on est 1 milliard d'années dans le futur sur la planète des Cybermen. Mais dans certaines histoires, le voyage temporel sert aussi à questionner le spectateur et les personnages sur notre rapport au temps, au passé, au futur, et même de manière subtile. Par exemple, prenons Retour vers le futur. Tout le monde a vu Retour vers le futur, c'est obligé. La DeLorean n'est qu'un outil. Au début du film, Marty déteste ses parents. Sa mère est une conne et son père est un faible qui n'a jamais rien fait de sa vie. Marty, à la fin du film, a appris à mieux connaître ses parents et le contexte dans lequel ils ont grandi. Surtout son père, qu'il a appris à respecter. Il comprend mieux d'où il vient. Dans un sens, Marty a une nouvelle vision de son passé à travers ses parents. Et dans Retour vers le futur 2, il va dans le futur et va découvrir ce que lui-même va devenir en tant que parent. Il va changer de vision sur son futur. À la fin de ses voyages, il a appris quelque chose. Bon, attention, je dis pas que dans Doctor Who, ils apprennent rien non plus, mais voilà, c'est plus parlant avec Retour vers le futur. Ouais. À la fin de Steins Gate, Rintaro, il a appris quoi?
Est-ce qu'il a appris à apprécier ses amis, à aimer ses amis, à reconnaître ses vrais amis? Bah, j'ai envie non, parce qu'en fait, la première partie nous montre déjà qu'il tient énormément à ses amis. À la limite, on pourrait dire que la seule relation qui aurait évolué, c'est sa romance avec une certaine personne. Mais au final, même pas, finalement. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a appris à la fin de ses voyages? Il a sauvé le monde, ok, d'accord. Mais, il en retire quoi? Est-ce qu'il a appris à mieux se connaître lui-même? Je sais pas, et je sais vraiment pas, c'est une vraie question. Qu'est-ce que Rintaro a appris à la fin de la série? Bah, si vous le savez... bah dites-le en commentaire, parce que moi je suis peut-être passé à côté, hein, c'est possible, mais je sais pas répondre à cette question. D'ailleurs, c'est sur ces points-là que je ne suis pas d'accord avec l'analyse qu'on pourrait avoir de la partie 1. Parce que de 1, les relations entre les persos n'évoluent pas tant que ça, et de 2, à la fin les personnages sont toujours aussi déglingués et en décalage avec leur époque, et ça leur convient parfaitement comme ça. D'ailleurs, ça leur convenait déjà très bien avant même de voyager dans le temps. Donc à la fin, à part sauver des gens, en quoi les voyages dans le temps les a fait avancer en tant que personnages? Eh bien, je ne sais pas. Vraiment pas. Vu qu'il s'agit d'une histoire tirée d'un jeu vidéo, je sens le choix du voyage temporel fait tel quel plus comme un choix de gameplay en fait. Vu que dans un visual novel, tu peux suivre plusieurs routes pour arriver à la fin, ou tu peux même avoir plusieurs fins différentes de l'histoire. Et dans l'adaptation, ça a l'air d'avoir servi entre autres à montrer certaines de ces routes, voire même toutes, et les faire converger vers une même fin. Enfin, c'est une supposition, hein, vu que j'ai pas joué au jeu de toute façon. Mais tout ça n'enlève rien au fait que cette seconde partie est réellement palpitante à suivre. Cette seconde partie arrive comme une récompense pour avoir subi les 12 premiers épisodes, et ça fait du bien. Bon, je fais genre je chipote un peu, parce que c'est mon boulot, et finalement ce que je reproche à cette seconde partie, c'est ce que j'ai à reprocher à toutes les histoires de voyage temporel du genre. À savoir que bien souvent, ça complique les intrigues, plutôt que de réellement les complexifier. Bon, et ça, comprendra qui pourra, parce que si arrivé au menu manga 55, t'as toujours pas compris c'est quoi la différence entre une histoire compliquée et une histoire complexe, et bah tu comprendras jamais, hein, qu'est-ce que tu veux. Finalement, Steins Gate, c'était une expérience très étrange. Parfois super chiante, parfois super cool, mais toujours surprenante de par ses choix, sa narration, ses personnages. Comme toutes les œuvres, ça a ses qualités et ses défauts, hein, qui dépendront un peu de tout à chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est totalement atypique, donc je ne peux que t'encourager à découvrir cette série, qui à coup sûr ne te laissera pas indifférent. Wow, elle est un peu consensuelle ta conclusion là. Bah oui, je sais, mais j'ai pas vraiment détesté, j'ai pas totalement adoré non plus, c'était intéressant à voir, franchement je regrette pas de l'avoir vu. Et puis c'était vachement intéressant d'en parler, de réfléchir dessus. Donc oui, Steins Gate, il faut regarder Steins Gate, c'est tout ce que je peux dire de plus. Voilà, la prochaine fois au menu, nouilles sautées avec du reblochon, je sais pas, je m'en bats les couilles, allez je me casse, peace. Ouais bon, ta sortie était nulle à chier aussi. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?